Bonjour, mon fils. Qui est ton fils? Tu te moques de la mort de mon père? C'est moi ton père. Non, 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 tu as perdu la tête. Attends, je vais te remettre à ta place. Personne ne plaisante avec un riche comme moi. Bon, venez. Venez. Faites sortir cet arnaqueur du parking. Vous n'allez jamais croire ce qui lui est arrivé ensuite. Accrochez-vous. Le parking souterrain du Palace Saint-Louis sentait l'essence haut de gamme, le cuir encore emballé dans son plastique protecteur et la climatisation trop froide qui n'a jamais vu la lumière du jour. Un endroit sans saison, sans heure, où le temps se mesurait à la valeur des carrosseries. Alexandre de Virlade descendit la rampe au pas vif de ceux qui sont toujours attendus quelque part. Il avait encore dans l'oreille le ton obséquieux du directeur financier allemand qui, 2 étages plus haut, venait de lui serrer la main avec un respect un peu trop appuyé. 42 millions. Le chiffre tournait dans sa tête comme une chanson commerciale. 42 millions négociés, arrachés, signés par lui. Une ligne sur un contrat, des mois de travail, des nuits blanches, du stress empaqueté dans des chemises blanches cintrées. Il avait 29 ans quand on lui avait donné la direction de la filiale. 30 ans aujourd'hui, à peine. On l'avait pris pour un gamin au début. Il avait décidé qu'on ne le traiterait plus jamais comme un gamin. Alors il s'était entouré d'objets qui criaient le contraire. Tom Ford, Patek Philippe, Berluti, Louboutin. Il n'avait pas acheté des vêtements, il avait acheté une armure. Son costume anthracite coupé au millimètre suivait parfaitement la ligne sèche de ses épaules. Sa cravate bleu nuit, nouée avec une précision douloureuse, ne laissait dépasser aucun pli, aucune hésitation. Ses cheveux noirs, coupés courts, domptés au gel mat, ne dépassaient jamais du cadre strict qu'il imposait à tout. Il marchait comme on marche sur un tapis rouge que personne d'autre ne voit, persuadé qu'il est là parce qu'il le mérite. Le parking était presque vide à cette heure-là. Les touristes d'affaires étaient encore à table, les flûtes de champagne cliquetaient au bar de l'hôtel, et seuls quelques chauffeurs somnolaient dans des berlines noires, clim à fond, regard perdu dans l'écran de leur téléphone. Il parlait au sien, lui, téléphone collé à l'oreille. Non, Hans, ce n'est pas le moment de renégocier, disait-il en anglais, la voix plate de ceux qui ont l'habitude de dicter le tempo. Le board sera rassuré quand il verra ces chiffres. Tu peux leur dire que la branche française n'a jamais fait une année pareille. Il sourit, sans joie. Il savait exactement où appuyer pour que les autres cèdent. Oui, je sors, je prends la Maybach. Non, la nouvelle. La S686X6, livrée la semaine dernière. Tu te souviens, celle qu'ils ont spécialement importée de Dubaï. Il adorait lancer ce genre de phrase comme on lance un verre contre un mur juste pour entendre le fracas. Il savait que de l'autre côté du fil, on imaginait. Le cuir, le V12, les options sur mesure. Il se sentait plus grand chaque fois qu'il prononçait ces noms de marque comme des prières. En longeant une rangée de voitures, il faillit buter contre quelque chose. Ou plutôt contre quelqu'un. Un corps était affalé entre 2 piliers en béton brut. Une silhouette tassée, engoncée dans plusieurs couches de vêtements qui n'avaient plus de couleur. Une couverture trouée roulée en boule sous la tête. Un sac plastique chiffonné qui tenait lieu d'oreiller. Les jambes dépassaient un peu sur le passage. Alexandre ne leva presque pas les yeux. Juste assez pour percevoir une forme. Un déchet dans le décor. Il ne ralentit pas. Son talon droit, une Louboutin noire vernie à la semelle rouge impeccable, s'abattit sans douceur sur le tibia du mendiant. La douleur fut immédiate. Un cri rauque, étouffé, monta du sol. Le genre de cri qui mélange surprise, douleur, et un vieux réflexe de peur. Alexandre fronça à peine les sourcils, plus agacé par le bruit que par le geste lui-même. Bougez de là, vous faites tache dans le décor, lâcha-t-il en français, sans même s'arrêter. À l'autre bout du fil, Hans demanda. Qu'est-ce qui se passe? Rien, répondit Alexandre en anglais. Un parasite. Continue. Il continua d'avancer, laissant derrière lui cette masse humaine qui se recroquevillait sur sa jambe, invisible à son monde. Le bip discret de la clé dans sa poche déclencha l'ouverture automatique de la Mercedes Maybach.
Les portes papillons se levèrent vers le ciel artificiel du parking, éclairé au néon. L'intérieur crème, les inserts carbone, les écrans tactiles, tout brillait d'une propreté clinique. Ça sentait le cuir neuf, la colle, et ce parfum discret qu'on vaporisait avant livraison. Il raccrocha sans même dire au revoir. Les affaires étaient faites. Il n'avait plus besoin d'être aimable. Il s'installa dans le siège conducteur, qui se régla automatiquement à sa morphologie, mémorisée dès le premier jour. Il posa ses mains sur le volant en bois de loupe, effleura machinalement le logo chromé. Le V12 biturbo ronronna comme un fauve repu quand il appuya sur le bouton « Start ». Il aimait ce son-là. Ce n'était pas seulement un moteur. C'était la preuve physique qu'il avait gagnée. Qu'il avait réussi à s'extraire. S'extraire d'où, exactement? Il n'y pensait plus vraiment. Un pavillon de banlieue. Une enfance modeste mais pas misérable. Une mère fatiguée, une chaise vide à table. Il bougea la main pour enclencher la marche arrière, puis se reprit, sortie frontale. Il aimait prendre les choses de face. En avançant vers le portail de sortie, les néons changèrent légèrement d'intensité. La lumière, à cet endroit précis, tombait plus crue, écrasant les ombres, soulignant chaque relief. Dans son rétroviseur intérieur, entre deux colonnes grises, il vit vaguement l'homme étendu tenter de se redresser, en boitant. Un geste raté, une main qui glisse sur le béton. Alexandre ricana pour lui-même. Encore un parasite, marmonna-t-il. Il pensa furtivement à sa mère, qui, quand il était enfant, lui disait en serrant son sac contre sa poitrine, « Ne regarde pas, mon cœur, ça ne sert à rien d'avoir pitié, on ne peut pas sauver tout le monde. » Il avait obéi. Il avait appris à ne plus regarder. Mais ce soir-là, il regarda. Pas parce qu'il en avait envie. Parce qu'un détail accrocha son attention. Une sensation étrange, un froissement au creux du ventre, comme si quelque chose, d'un coup, ne collait plus. La lumière des néons prit ce visage à revers, le souleva hors de l'ombre au moment précis où la Maybach arrivait à la hauteur du mendiant. Des yeux. Il les vit avant tout le reste. Pas la barbe grise, pas la peau tannée par le froid ni la crasse. Pas le bonnet tricoté qui couvrait maladroitement une partie du front. Non. D'abord ces yeux-là. Bleu. Pas le bleu gentil des yeux clairs qu'on voit tous les jours. Un bleu plus dur, plus froid. Bleu glacier. Une couleur de janvier sur un lac de montagne, quand la surface est gelée mais qu'on devine en dessous quelque chose qui bouge encore. Son pied glissa de l'accélérateur. Le moteur rugit un instant dans le vide, puis la voiture fit une légère embardée et heurta le mur latéral avec un choc sourd. Le pare-choc se raya. L'airbag ne se déclencha pas. Mais quelque chose, à l'intérieur de lui, explosa. Ses yeux. Il les connaissait. Il avait passé une grande partie de son enfance à les chercher, justement. Dans la foule, dans les photos anciennes, dans les miroirs. Les mêmes que les siens. Non. Pire. Les mêmes que ceux d'Étienne de Virlade. Son père. Mort depuis 15 ans. Si notre contenu vous intéresse, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Merci. Mort, lui avait-on dit, dans un accident de voiture sur une départementale de province. En pleine nuit. Seul. Ivre, avait murmuré quelqu'un dans la cuisine, pensant qu'il n'entendait pas. Il coupa le moteur d'un geste désordonné et resta là, immobile, le souffle court. Les bruits du parking semblèrent soudain trop forts. Un chariot qu'on poussait plus loin. Une goutte d'eau qui tombait d'un tuyau. Sa propre respiration, hachée. Dans sa tête, des images qu'il n'avait pas convoquées depuis longtemps défilèrent sans logique. Un homme jeune en smoking, qui le portait sur ses épaules et tournoyait au milieu d'un salon en riant. Un parfum d'après-rasage mélangé à celui du whisky. Une main large qui lui apprenait à faire des ricochets sur un lac, un été, quelque part. Puis la même main qui lâchait la sienne un soir de dispute, la porte qui claque, la voiture qui démarre trop vite. Et, surtout, une photo jaunie dans un tiroir secret. Sa mère croyait l'avoir jetée. Il l'avait retrouvée un jour, par hasard, en fouillant pour chercher un vieux jouet. Il l'avait gardée, cachée dans une enveloppe, comme un talisman. Sur cette photo,
son père lui souriait. Derrière lui, un ciel bleu trop saturé. Sur le revers de sa veste, une fleur. Et ses yeux bleus, exactement les mêmes que ceux qu'il venait de croiser dans son rétroviseur. Il se rappela aussi la lettre. Une lettre jamais envoyée, retrouvée des années plus tard parmi les papiers de sa mère, écrite de la main hésitante d'Étienne, sur un vieux papier jauni. Un brouillon de lettres, froissé, taché de café. « Si un jour tu croises un clochard aux yeux comme les tiens, c'est peut-être moi. » À l'époque, Alexandre avait ri. Un rire sec. Une phrase de lâche, avait-il pensé. Une phrase de poète raté, bonne à faire pleurer dans les téléfilms de l'après-midi. Il avait plié la lettre, l'avait remise dans l'enveloppe avec la photo, puis il avait tout enfoui plus profond encore. Mais là, dans la lumière blanche du parking, la phrase revint lui frapper le cœur avec une précision chirurgicale. Il ouvrit la portière si vite qu'elle rebondit sur ses gonds. L'alarme se mit à hurler, stridente, couvrant tous les autres sons. Il ne prit même pas la peine de la couper. Il n'entendait plus que les battements affolés de son propre cœur. Il courut. Le sol vibrait légèrement sous ses pas, ou bien c'étaient ses jambes qui tremblaient. Il glissa presque sur une flaque d'huile, se rattrapa de justesse à un pilier, puis s'accroupit non, tomba à genoux devant le vieil homme. De près, l'odeur le frappa. Un mélange de sueur rance, de froid humide, de cigarettes mal éteintes, de pluie séchée dans les vêtements. Une odeur de trottoir. Une odeur qui n'existe pas dans les ascenseurs en acier brossé ni dans les suites de palace. Le mendiant se tenait la jambe qu'Alexandre avait frappée. Sa main osseuse, sale, crispée sur son tibia. On devinait, entre deux couches de pantalon, un bleu déjà en train de gonfler. Alexandre chercha l'insulte qui lui venait toujours si facilement à la bouche. Elle ne vint pas. À la place, un mot se forma, laborieux, étranglé, comme un enfant qui apprend à parler. Pa. Le vieil homme leva la tête. Ses cheveux gris, emmêlés, collaient à son crâne par endroits. Sa barbe était trop longue, constellée de petites miettes et de poussière. Ses traits étaient creusés, tirés, comme si on avait appuyé trop fort sur son visage un jour, pour le marquer à vie. Mais les yeux étaient intacts. Durs. Clairs. Étonnés. Papa, répéta Alexandre, cette fois avec une voix qui se brisa sur la dernière syllabe. Quelque chose lâcha enfin en lui. Toutes les larmes qu'il n'avait pas versées à l'enterrement de sa mère, dans cette petite église presque vide où le curé parlait des épreuves et de courage, jaillirent d'un coup, brûlantes, incontrôlables. Il se sentit ridicule, agenouillé là, costume Tom Ford froissé dans une flaque noire, ses belles chaussures éclaboussées, son visage défait. Mais il s'en moquait. Il s'en moquait comme on se moque, soudain, de la note d'un restaurant quand on vient d'apprendre un diagnostic médical. L'homme le regarda longuement, comme s'il cherchait à ajuster sa vue. Puis un sourire douloureux fendit son visage sale. Un sourire qui n'avait plus toutes ses dents, mais qui en avait gardé le même mouvement qu'autrefois. Léger, de travers. Tu as les mêmes chaussures que moi autrefois, dit-il d'une voix éraillée. Avant. Sa voix aussi avait vieilli. Plus rauque, plus basse. Mais il y avait encore dans sa façon de prononcer les mots cette infime hésitation sur les R qui le ramenait instantanément 15 ans en arrière. Alexandre tendit les mains, sans réfléchir, et prit son père dans ses bras. Un geste maladroit au début, il ne se souvenait pas de l'avoir déjà fait adulte puis serré, désespéré. Il sentit les os de ce corps maigre contre sa poitrine. Et le tremblement, imperceptible d'abord, qui parcourait Étienne. « J'ai cru que tu étais mort », sanglota-t-il. On m'a dit que tu... Les mots s'écrasaient les uns contre les autres. Il avait le souffle court, le nez bouché, la gorge serrée. « Pardonne-moi. Pardonne-moi », répéta-t-il comme une litanie. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché plus, pardon de t'avoir frappé. Je ne t'ai pas reconnu, je... » Les doigts d'Étienne se refermèrent, faiblement, sur une mèche de ses cheveux parfaitement coiffés, qu'il ébouriffa comme il le faisait autrefois quand Alexandre avait 5 ans. « Ce n'est pas toi qui dois demander pardon, » murmura-t-il. « C'est moi qui t'ai abandonné. Toi, tu es juste devenu ce que ce monde fait des hommes,
quand on leur dit que l'argent remplace l'amour. La sirène de la Maybach hurlait toujours. Un chauffeur, plus loin, était sorti de sa voiture, intrigué. Il hésitait à s'approcher. Alexandre reprit ses esprits juste assez pour sortir son téléphone. Ses doigts tremblaient tellement qu'il eut du mal à déverrouiller l'écran. « Ne bouge pas, papa », dit-il avec cette absurdité qu'on dit aux gens qui ne peuvent de toute façon plus bouger. « Je vais appeler. Je vais tout arranger. » Il composa le numéro des urgences. « Service d'urgence, bonsoir. » Il expliqua vite, confusément. Un homme blessé, dans le parking du Palace Saint-Louis. Jambes probablement fracturées. Non, pas de sang. Oui, conscient. Oui, il respirait. Oui, il pouvait parler. Non, il n'était pas médecin. Il était juste, là. Là, pour une fois. Il donna son nom. De Virlade. On entendit un léger blanc, à l'autre bout du fil. Le nom avait encore un poids, apparemment. Une équipe arrive, monsieur de Virlade, restez avec lui. Je ne compte pas partir, répondit-il, presque agressif, comme si on l'accusait de cette intention. Il raccrocha, puis, sans laisser le temps à la panique de reprendre ses droits, il passa à un autre appel. Pas à un ami il n'en avait pas vraiment, pas à une femme il n'en gardait aucune assez longtemps. À sa banque personnelle. Et la voix du gestionnaire de patrimoine, lisse, professionnel, l'accueillit avec la déférence habituelle. Monsieur de Virlade, tout s'est bien passé pour votre signature ? Il regarda son père, recroquevillé contre lui, et se rendit compte à quel point cette question lui semblait soudain dérisoire. Oui, Klaus. Écoutez. Je veux que vous prépariez immédiatement les documents pour ouvrir un mandat, non, plusieurs. J'ai besoin que des fonds soient disponibles, non, pas pour un investissement. Pour une personne. À long terme. Sans limite pour le moment. Klaus hésita. Souhaitez-vous des détails par mail, monsieur ? Non. On en parlera demain. Et Klaus ? Oui, monsieur ? Si je vous demande demain de vendre une partie de mon portefeuille, vous ne me posez pas de questions. Bien, monsieur. Il raccrocha à nouveau. À peine le temps de respirer, et il appelait l'accueil de l'hôtel. Réception du Palace Saint-Louis, bonsoir. C'est Alexandre de Virlade. Je veux la suite présidentielle pour une durée, indéterminée. Immédiate. Et j'ai besoin qu'on puisse y faire monter une équipe médicale privée ce soir. Je paierai tous les frais. Sans discuter. Il ne remarqua même pas le silence stupéfait de la réceptionniste avant que celle-ci ne se reprenne. Bien sûr, monsieur de Virlade. Nous allons tout préparer. Les secours arrivèrent en moins de 10 minutes qui lui semblèrent une heure. Un fourgon blanc, des hommes en uniforme orange, des gestes précis. Ils posèrent des questions, prirent la tension d'Étienne, palpèrent sa jambe, posèrent une attelle. On va le transporter à l'hôpital, dit l'un d'eux. Non, répondit Alexandre trop vite. Enfin, oui, s'il le faut. Mais je veux un médecin ici, à l'hôtel aussi. Je vous accompagne. Dans l'ambulance, il resta assis tout près de son père, accroché à la barre métallique, sentant chaque chaos de la route comme un reproche supplémentaire. À l'hôpital, le diagnostic tomba, fracture non déplacée, contusions multiples, dénutrition sévère, hypotension. Rien d'irrémédiable. Le genre de bilan qui disait surtout, cet homme a vécu longtemps dans la rue. Ils restèrent quelques heures en observation. Alexandre ne lâcha pas Étienne du regard. Il détaillait chaque ride, chaque tache de vieillesse, chaque veine saillante sur ses mains. Il se souvenait d'autres mains. Celles de son père autrefois, bronzées, veines encore invisibles, qui tapaient sur le volant en rythme avec la musique, qui coupaient la viande du rôti du dimanche, qui signaient des chèques. Ton père a tout perdu, lui avait dit un jour sa mère, les yeux durs, quand il avait osé demander pourquoi il ne revenait jamais. Il a choisi ses démons au lieu de toi. À l'époque, ça l'avait rempli d'une rage glacée. Il s'était juré de ne jamais dépendre de personne. De ne jamais être à la merci de la faiblesse d'un autre. D'être celui qui tient le chéquier, pas celui qui le subit.
Si notre contenu vous intéresse, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Merci. Et le voilà, 30 ans, à côté d'un vieil homme amaigri qui était la preuve vivante que les promesses qu'on se fait enfant sont parfois de mauvais guides. La nuit était largement entamée quand ils revinrent au palace. Un fauteuil roulant, une couverture propre, des médicaments dans un petit sac plastique. Les employés de l'hôtel s'écartèrent sur leur passage avec un mélange de curiosité et de respect. Dans la suite présidentielle, on avait fait tirer les rideaux, allumé quelques lampes tamisées. Une bouteille de champagne trônait dans un seau à glace, 2 coupes parfaites. Le genre de décor prévu pour des amants fortunés ou des réunions politiques discrètes. Alexandre ignora tout ça. Il remercia à peine, d'un geste vague, l'hôtesse qui proposait de leur monter un plateau repas. Il aida son père à s'installer sur le lit king size, l'aida à enlever ses chaussures trouées. Ses pieds étaient blanchis par l'humidité, hérissés d'ongles épais. Les odeurs fortes se mêlèrent un instant au parfum d'ambre diffusé dans la chambre. Il appela les médecins privés, qui arrivèrent un peu plus tard, examinèrent à nouveau Étienne, parlèrent d'échographie, de bilan sanguin complet, d'hospitalisation à domicile possible, de suivi psychologique. Il approuva tout. Oui, faites. Oui, ce qu'il faut. Oui, maintenant. Quand tout le monde fut parti, la suite retrouva un silence étrange. Un silence épais, mais pas celui des chambres d'hôtel habituelles. Un silence habité. Alexandre s'assit par terre, dans la salle de bain, dos contre la baignoire en marbre blanc. Son costume froissé faisait des plis grotesques autour de lui. Il regarda ses mains. Ses mains à lui, parfaitement entretenues, propres, aux ongles impeccables, veinées de la même manière que celles de son père, mais encore tendues par la jeunesse. Les mêmes mains qui, 1 heure plus tôt, avaient écrasé le tibia d'un homme étendu sur le béton, sans le voir. Il eut la nausée. Pas à cause de la pauvreté qu'il avait trop longtemps méprisée. Pas à cause de l'odeur, ni des plaies, ni des vêtements sales. Mais à cause de lui-même. De ce qu'il venait de découvrir sur lui. Il resta longtemps là, le regard perdu dans le vide, entendant au loin, dans la chambre, la respiration régulière d'Étienne, alourdie par les calmants. Il repensa aux années qui avaient suivi la disparition de son père. À sa mère qui s'était enfermée dans un mutisme presque complet pendant des mois. À ce jour où elle avait brûlé, dans un grand sac poubelle noir, tous les vêtements d'Étienne. À cette phrase qu'elle répétait, « On a besoin de personne. » Tu m'entends ? Personne. Il avait intégré ce dogme comme on intègre un verset de prière. Personne ne viendrait jamais le sauver. Il ne compterait sur personne. Alors, il avait travaillé plus que les autres. Il avait accepté des horaires délirants, des humiliations, des patrons arrogants. Il avait appris à parler avec le même ton suffisant. Il avait pris la place de ceux qu'il avait détestés. Il avait, peu à peu, laissé mourir quelque chose en lui. La source d'où jaillissait la compassion, la tendresse, l'attention. Il l'avait remplacée par une autre source, plus facile à alimenter, l'orgueil. La soif de reconnaissance. Les chiffres. Et voilà où cela l'avait conduit, à marcher sur son propre sang sans le reconnaître. Il se leva enfin, vacillant, et retourna dans la chambre. Étienne était éveillé, pourtant. Il le regardait. Ses yeux clairs brillaient dans la pénombre. « Tu te souviens de la fois où on a campé au bord de la rivière ?» demanda-t-il soudain, sans préambule. Alexandre marqua un temps. Des souvenirs enfouis se frayèrent un chemin. « J'avais 6 ans, répondit-il. Tu avais oublié la tente dans la voiture ? On a dormi dans le coffre ? Une esquisse de rire secoua les épaules d'Étienne. Et tu avais eu peur des bruits dans la nuit. Tu te cachais sous ma veste. Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Alexandre fouilla dans sa mémoire comme on cherche un objet tombé sous un meuble. Tu avais dit. Tant que tu es contre moi, rien ne peut arriver. Les mots lui revinrent avec une netteté douloureuse. J'ai menti, souffla Étienne en fermant un instant les yeux. Parce que le pire qui puisse arriver à un enfant, je te l'ai fait. Le silence retomba. D'un geste hésitant, Alexandre s'assit sur le bord du lit. Pourquoi ? Demanda-t-il enfin, la voix rauque. Pourquoi tu es parti ?
Pourquoi tu n'es jamais revenu? Pourquoi la lettre? Pourquoi ce truc sur les clochards? Étienne prit une longue inspiration. Sa poitrine se soulevait avec peine. Parce que j'étais lâche, dit-il simplement. On pourrait chercher des grandes explications. L'entreprise qui coule, les dettes, l'alcool, les mauvaises fréquentations. C'est vrai, tout ça. J'ai tout perdu. Le nom, les maisons, les voitures. Je n'ai pas su gérer. Je me suis cru invincible. Comme toi, ce soir, dans ce parking. Sauf que moi, il m'a fallu plus de temps pour comprendre que rien n'est acquis. Et elle fit une pause. Quand ta mère a dit que tout était fini entre nous, que je ne reverrais plus mon fils, j'ai voulu me tuer. C'est ce que tout le monde a cru, d'ailleurs. L'accident? On n'était pas si loin. Mais je n'ai pas réussi. Pas par courage. Par lâcheté, encore. J'ai fui. De ville en ville. J'avais honte. Honte de revenir avec rien. Honte de me montrer à toi comme un raté. Alexandre serra les poings sur le drap. J'aurais préféré que tu sois un raté que rien du tout, dit-il doucement. Je le sais maintenant, répondit Étienne. Mais à l'époque, je croyais encore que la valeur d'un homme se mesurait à son compte en banque. On nous le répète tellement. Je me disais, quand j'aurai remonté la pente, je reviendrai. Quand j'aurai un travail, une voiture, un appart. Quand j'aurai de quoi t'offrir mieux que ce que tu as. Sauf que, je ne suis jamais remonté. Il eut un sourire triste. Et un jour, j'ai vu mon reflet dans une vitrine. Je ne me suis pas reconnu. J'étais, déjà ce que tu as vu ce soir. Un vieux bonhomme avec un sac plastique. J'ai pensé à toi. À tes yeux. À ce bleu-là. Alors j'ai écrit cette lettre ridicule. Si un jour tu croises un clochard aux yeux comme les tiens, c'est peut-être moi. C'était ma façon de te dire que je regrettais. Que j'existais encore quelque part, même si je ne méritais plus de place dans ta vie. Il tourna la tête, planta ses yeux dans ceux de son fils. Je ne pensais pas un seul instant que ça arriverait vraiment. Que tu me marcherais dessus, au sens propre. La vie a parfois un humour particulier. Alexandre eut un petit rictus amer. Tu n'es pas obligé de remercier la vie pour celle-là, dit-il. Ils restèrent un moment à se regarder, sans rien dire de plus. Il y avait, entre eux, des années de silence, de colère muette, de questions sans réponse. Tout ne pouvait pas se réparer en une nuit. Mais quelque chose s'était fissuré dans le mur qu'Alexandre avait construit. Les jours suivants, le palace devint une drôle de scène. On vit passer, dans les couloirs, un vieil homme en fauteuil roulant, maigre, mal à l'aise dans le peignoir en coton épais qui remplaçait ses guenilles. On le vit s'asseoir à la table du petit déjeuner, face à un buffet démesuré où il n'osait toucher qu'à un croissant. On le vit regarder avec des yeux ronds les lustres en cristal, les tapis épais, les vases débordant de fleurs fraîches. On vit aussi Alexandre, costume toujours impeccable, mais démarche moins assurée, s'arrêter parler aux femmes de ménage, tenir la porte aux porteurs, remercier les serveurs par leur prénom. Des détails, diraient certains. Mais pour quelqu'un qui, jusque-là, vivait dans une bulle où les autres étaient des fonctions et non des personnes, c'était un séisme. Le soir, dans la suite, il lisait à voix haute les résultats d'examens médicaux, cherchait sur Internet les noms de médicaments, posait 1000 questions aux infirmières. Il s'inquiétait pour l'alimentation de son père, pour sa tension, pour ses rendez-vous. Il signait des chèques, beaucoup de chèques. Mais, étrangement, chaque signature lui arrachait un peu de ce poids qu'il se traînait dans la poitrine depuis si longtemps. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir au bureau, il n'avait pas cessé de travailler, la machine ne s'arrêtait jamais vraiment, il s'arrêta devant le parking. La lumière était la même. Les néons, les colonnes, les ombres. La trace légère sur le mur, là où sa Maybach avait frotté, était toujours visible. Des techniciens de l'hôtel avaient proposé de la faire disparaître rapidement, bien sûr. Laissez, avait-il dit. Laissez-la. Il traversa lentement l'allée, jetant des regards sous les voitures, entre les piliers. Il ne chercha pas seulement son père. Il chercha ceux qu'il n'aurait jamais voulu voir auparavant. Des sacs de couchage,
des cartons, des silhouettes en boule. Il n'en trouva pas ce jour-là. Le palace avait dû faire le ménage. Mais il savait qu'ailleurs, dans d'autres parkings, dans d'autres rues, les mêmes silhouettes existaient. Il approcha de sa Maybach. La voiture, rutilante, brillait comme un diamant au milieu du béton. Il posa la main sur la portière, la caressa presque. Il se revit, quelques jours plus tôt, parlant de ce modèle comme d'un trophée. Il pensa à ce qu'elle lui avait coûté. Et à ce qu'elle lui avait appris. Il remonta finalement par l'ascenseur, sans la prendre. Arrivé dans le hall, il se dirigea vers la sortie sur la rue. La portier se précipita. « Monsieur de Virlade, votre voiture est prête au parking si vous le souhaitez. »« Non, merci, » répondit Alexandre. « Pas aujourd'hui. » Il sortit, inspira l'air de la ville, son mélange de pollution, de boulangerie, de pluie sur les pavés. Il marcha jusqu'à la bouche de métro la plus proche. En bas, dans la rame bondée, serré entre une femme avec une poussette et un adolescent aux écouteurs trop forts, il sentit une angoisse monter. Pas celle d'être volé. Celle de ne plus être au-dessus des autres. Ici, personne ne savait qui il était. Personne ne voyait sa montre hors de prix ni le nom de son tailleur. Il chercha un regard. Il en croisa plusieurs. Fatigués, pressés, indifférents, curieux. Aucun n'avait ce bleu-là, bien sûr. Mais il se força à les regarder vraiment. À se souvenir que derrière chaque front plissé, chaque ride, il y avait une histoire. Une petite fille, assise en face de lui, le fixa un moment. Elle avait les mains collées à la vitre, suivait des yeux les lumières qui défilaient dans le tunnel. « Maman, pourquoi le monsieur, il pleure ?» demanda-t-elle soudain. Alexandre porta la main à son visage. Il ne s'était même pas rendu compte que des larmes coulaient. La mère s'excusa, embarrassée. Il secoua la tête. « Ce n'est rien, » dit-il doucement. « C'est juste une leçon de vie. » Les semaines passèrent. Étienne quitta la suite pour un petit appartement que son fils lui trouva, dans un quartier modeste mais correct. Une aide-soignante venait chaque jour. Un médecin passait régulièrement. De temps en temps, ils déjeunaient ensemble. Ils se disputaient aussi. Sur le passé, sur les mots qu'on n'aurait jamais dû dire, sur ce qu'on n'avait pas dit. Tout n'était pas miraculeusement réparé. Mais un fil s'était renoué. Si notre contenu vous intéresse, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Merci. Dans les bureaux de la filiale, on chuchotait. On murmurait que Monsieur de Virlade avait changé. Qu'il avait refusé un bonus indécent pour en redistribuer une partie aux équipes. Qu'il avait proposé un partenariat avec une association d'aide aux sans-abri. Qu'il avait instauré des entretiens anonymes pour entendre ceux qu'on ne voyait jamais. Certains se méfiaient. D'autres se moquaient. Mais il continuait. Pas pour se racheter une image. Pour se regarder lui-même dans la glace sans détourner les yeux. Le parking du Palace Saint-Louis, lui, n'avait pas changé de couleur. Le béton restait gris, les néons restaient blancs. Mais, pour Alexandre, il était devenu un lieu de pèlerinage intime. À chaque fois qu'il descendait, il regardait sous les voitures. Pas par superstition. Par conscience. Il y a des choses qu'on ne refait plus à l'identique quand on a compris à quel point on est passé près de se perdre pour de bon. On peut posséder les voitures les plus chères du monde, les montres qui coûtent un appartement, les costumes taillés dans l'arrogance. On peut remplir sa vie de chiffres, de trophées, de signatures. Mais le jour où l'on marche sur son propre sang sans le reconnaître, on découvre qu'on n'a plus grand-chose. On n'est plus riche. On est juste pauvre de l'intérieur. Et aucune Mercedes, même avec des portes qui s'ouvrent vers le ciel, ne pourra jamais vous emmener assez loin de cette vérité-là. Depuis ce soir-là, on dit qu'Alexandre de Virlade ne traverse plus jamais un parking sans regarder sous les voitures, sans chercher dans l'ombre les yeux qu'il aurait pu ne jamais voir. Et que, parfois, il laisse sa Maybach au garage pour prendre le métro, juste pour se rappeler que la seule vraie différence entre un homme en costume et un homme en haillons, ce n'est ni la marque des chaussures ni le prix du veston. C'est la capacité de regarder un autre être humain dans les yeux sans détourner les siens. Parce qu'un homme, ça se reconnaît d'abord dans les yeux. Pas dans les semelles qu'on lui écrase sur le cœur.